Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Christophe Malavoie. Donc 3 novembre 2021, sortie de ce livre illustré, Louis-Ferdinand Céline, Les années noires, aux éditions de l'Observatoire. Un livre que vous signez avec José Correa d'illustration. Alors Céline, c'est un personnage que vous affectionnez, que vous étudiez depuis une douzaine d'années. Et là, vous avez voulu raconter autre chose qu'on ne connaît pas. Oui, j'ai voulu en tout cas mettre Céline à la portée un peu de gens qui ne le connaissent pas, leur donner aller aussi contre les idées reçues, contre les stéréotypes et contre les caricatures un peu de ce personnage, bien sûr avec un fort tempérament, disons un peu infréquentable et en même temps doué d'une tendresse et d'un amour infini, très complexe. Et donc cette période de sa vie que je raconte, enfin que je lui fais raconter parce que je me mets à sa place, finalement c'est une biographie subjective. C'est-à-dire que c'est comme un comédien incarne un personnage. Ben moi voilà, je me suis mis à la place de Céline et je raconte sa fuite de Paris à travers l'Allemagne nazie en feu et en cendres, en passant par Sigmaringen où s'est réfugié le gouvernement de Vichy avant de regagner le Danemark où il va passer 6 années d'exil. Il va se planquer d'abord, être dénoncé, arrêté, mis en prison. Il va y avoir le procès qui a eu lieu, où il sera jugé par contumace. Et jusqu'à la sortie, bien sûr, à son retour en France. Donc, c'est 6 années d'exil qui passent là-haut, dans des conditions assez terribles. Et je raconte... c'est l'occasion, parce que Céline, il parle de plein de choses. En même temps, il nous raconte beaucoup de choses sur la nature humaine, sur nous-mêmes. Et c'est quelqu'un qui a souffert. Donc j'essaye de faire un portrait, disons, le livre est assez ludique parce qu'il est illustré par un ami qui est un illustrateur et dessinateur très talentueux, qui fait des portraits magnifiques. Et donc j'ai voulu aller un peu contre les idées reçues qui disent toujours Céline, les pamphlets, on met toujours les pamphlets antisémites de Céline au premier plan. Céline a lui-même d'ailleurs interdit ses pamphlets. Il a dit que de toute façon, après ce qui s'était passé, il fallait mettre un terme à l'antisémitisme, que l'antisémitisme, après, que n'était plus possible, concevable, et qu'il était mort par raison d'idiotie fondamentale. Voilà ce qu'il dit en 1940, après la guerre, en 1945. Donc lui, il a écrit bien sûr ses pamphlets avant, mais il interdit aussi à sa veuve, en tout cas à sa femme, qui voilà, et même quand Lucette Détouche, que j'ai eu la chance de rencontrer, il interdit à sa femme de rééditer, après sa mort, de rééditer ses livres. Donc il tire un trait là-dessus. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est la précision de vos textes, c'est-à-dire que vous racontez au jour le jour ce que vit Céline depuis la libération, la mort d'Hitler, Laval Voilà. fusillé. C'est une grosse documentation. Ah oui, c'est un livre en même temps d'histoire, hein, en même temps c'est une chronique, alors je raconte pas de manière exhaustive, où chaque jour il y a des sautes, et puis j'essaye de toucher et de raconter ce que Céline, pour essayer de faire un portrait du personnage dans ses contradictions, dans sa façon d'être finalement, d'avoir une grande difficulté finalement de collaborer avec qui que ce soit. Parce que c'est un homme qui a toujours refusé d'être embrigadé, qui fuit tous les partis, qui fuit... c'est un indépendant, c'est un anarchiste pur et dur. Et alors, comment est née cette idée? Parce que c'est une période qu'on ne connaît pas vraiment de Céline, Christophe Malavoie. Non, c'est justement l'occasion de faire découvrir que voilà, Céline n'est pas uniquement l'écrivain de pamphlets antisémites. Puis Céline, c'est quand même Le voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, et puis les 3 livres qu'il va écrire à la fin de sa vie, D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, qui sont vraiment 3 chefs-d'œuvre. Et que vous aviez essayé d'adapter à la télévision et ça n'a pas marché. J'ai essayé de les adapter pour le cinéma, voilà, et ça a été très compliqué à monter. J'avais demandé à Jacques Dutronc d'incarner Céline, il avait accepté, mais malgré ça, la production a été très très compliquée à monter, et j'ai voulu après en faire un film d'animation. Voilà, là non plus, j'ai pas réussi à monter le film, et donc j'ai fait une bande dessinée qui est sortie il y a 4-5 ans, et puis aujourd'hui, je fais voilà, quelque chose de différent. Il y a la suite déjà qui est presque prévue. En tout cas, je viens de terminer le 2e tome qui s'appelle Le Misanthrope de Meudon et qui raconte les 10 années que Céline va passer à Meudon pour écrire ses 3 derniers livres.
Mais voilà, j'essaye d'ouvrir un peu le champ et de sortir aussi des caricatures et des sentiers battus. Parce Oui. que les gens, finalement, ne l'ont pas lu, ni les pamphlets, et très peu ont lu aussi les livres de Louis-Ferdinand Céline, même s'il reste l'écrivain le plus important et le plus lu en France. Voilà, et vous évoquez notamment sa guerre de 14, dont on parle peu, en prenant justement le style de Céline, parce qu'il a été aussi un héros de la guerre de 14. Bien sûr, Céline s'engage dans la guerre à 20 ans. Je crois que c'est ce qui l'a profondément marqué. Après la guerre, il est blessé. C'est un des premiers d'ailleurs médaillés de la guerre de 14. Il est blessé le 25 octobre 1914. Il est blessé au bras et à la tête. Et donc c'est quelque chose. Toute l'écriture de Céline il va mettre son nom. Toute l'encre de Céline, elle vient de la guerre de 14, de cette déflagration terrible et de cette cette chose impensable qu'est la guerre et de cette horreur qu'il voit de ses propres yeux. Il va la retranscrire à travers les premières pages, bien sûr, du Voyage au bout de la nuit, les premières pages qui vont être lues magnifiquement par Michel Simon. Quand il lit le début du Voyage au bout de la nuit, on est saisi par la beauté d'abord du texte, sa fluidité, et puis son évocation. Je veux dire, Céline, il procède par image, il procède par sensation. C'est pas quelqu'un qui est dans le commentaire. Il va directement au cœur. Ça palpite, ça bouge. C'est toujours en mouvement. C'est ça la grande force de son écriture. Et c'est par Voyage au bout de la nuit, Christophe Malavoie, que vous avez découvert Céline. Oui, j'ai découvert bien sûr le voyage. Et ensuite, quand j'ai voulu, il y a une douzaine d'années, monter un film sur Céline, on n'avait jamais rien fait. En tout cas, on n'avait jamais réussi à faire quelque chose avec l'œuvre de Céline, et pour cause. Et je me suis dit, moi, je vais essayer. Voilà, c'était un défi ça à relever qui était important. Et puis, je me suis aussi cassé les dents, un peu comme tous ceux qui m'avaient précédé. Le Voyage au bout de la nuit, je crois que c'est très difficile à adapter au cinéma. Mais ce qu'on appelle la trilogie que j'ai tenté de faire, c'est peut-être plus facile. En tout cas, à travers l'écriture et la narration, puisque je reprends un peu une partie de la vie de Céline, d'ailleurs qu'il a lui-même assez peu raconté dans un roman. Il en a beaucoup parlé dans ses cahiers de prison, dans sa correspondance. Donc je reprends tous ces documents, et vous avez raison, c'est un livre où je m'appuie sur des documents, je ne raconte pas bien sûr n'importe quoi. Donc avec Céline, on ne peut pas raconter n'importe quoi. D'ailleurs, dans le livre, il y a des illustrations, mais aussi des extraits de lettres de Céline, des documents journalistiques que vous avez retrouvés. Que j'ai retrouvés, oui, parce que son éditeur de Noël, qui a été assassiné justement à la Libération, il y a plein aussi de gens, il y a l'acteur Robert Le Vigan, il y a le procès de Robert Le Vigan où il y a pas mal d'acteurs comme Louis Jouvet, Madeleine et Jean-Louis Barrault, il y a plein de gens qui vont venir témoigner. De même chose pour le procès, lorsqu'a lieu le procès de Céline à Paris, eh bien, il y a pas mal de gens qui se manifestent. Dont Marcel Aimé. Dont Marcel Aimé, le fidèle Marcel Aimé, qui a toujours défendu Céline. Et puis Henri Miller, Galtier-Boissière, Macorlan, voilà, beaucoup de gens qui vont essayer de venir témoigner à des charges parce qu'il est évident que si Céline était revenue à Paris et si le Danemark avait extradé Céline aurait été, je pense, exécutée au peloton. Oui, il a passé 6 ans au Danemark et le scoop annonçant qu'il était au Danemark, c'est un journal qui s'appelait Samedi Soir, ancêtre de France Dimanche, qui était créé par Pierre Lazareff qui l'a sorti. Et c'était le deuxième scoop de ce journal. Le premier, c'était une photo de Roger Vadim et de Juliette Gréco dans une cave, la naissance des existentialistes. Ah oui. C'est les deux scoops de ce journal qui a disparu très tôt. Alors, il y a aussi dans ce livre des allusions à sa femme, car vous l'avez rencontrée. Elle est morte à 106-107 ans, mais vous l'avez rencontrée, Lucette Détouche. Oui, j'ai eu l'occasion avec François Gibault, qui est le biographe, disons, attitré de Céline, qui m'a fait rencontrer Lucette Détouche il y a quelques années. Je suis allé après régulièrement pour m'entretenir avec elle. Et puis, parce que j'écrivais en même temps cette bande dessinée à l'époque, et que je lui ai dédiée d'ailleurs. Et elle est morte l'année dernière à 107 ans. Et
C'était voilà, et puis le pavillon de Meudon, c'est quand même qui était resté dans son jus, hein, les choses n'avaient pas bougé. Et donc là, j'ai pris aussi la connaissance de tous ces petits détails, et cette ambiance qui régnait dans ce pavillon pour m'en servir. Et voilà, les murs aussi parlent, hein. Moi, je crois beaucoup à l'environnement et à tout ce qui est raconté finalement dans tous les petits détails qui tout d'un coup vous racontent des choses bien précises. Et voilà, je me suis servi bien sûr de mes rencontres avec Lucette pour nourrir ma réflexion sur ce personnage haut en couleur. Elle parlait volontiers. On parlait pas d'ailleurs que de Céline, mais elle parlait volontiers parce qu'elle avait confiance, parce qu'elle triait aussi les visites, elle les triait aussi sur le volet. Elle ne faisait pas rentrer tout le monde. Donc je pense qu'elle avait aussi confiance. J'étais pas là pour pirater quoi que ce soit, et j'avais beaucoup de respect pour elle et pour beaucoup d'affection. Et c'était une danseuse, et Céline était un grand amateur de danse et de danseuse. Et donc elle m'a... C'est touchant de raconter, de rentrer dans une période de l'histoire, parce qu'elle a connu tellement de choses. Et la fuite avec Céline, de ce qu'elle vit d'ailleurs à travers ce livre, elle accompagne quand même son mari dans des conditions absolument épouvantables. La traversée de l'Allemagne a été rocambolesque et terrible. Et puis les 6 années passées là-haut au Danemark, au bord de la Baltique, ils ont vécu quand même dans des conditions très, très, très pénible. Et lui-même, Céline, d'ailleurs, est revenu dans un état physique lamentable. Oui, 10 kilos de moins et 2 centimètres de moins, je crois. Oui. Et ce pavillon, d'ailleurs, pour l'histoire, était juste à côté d'une petite maison qui a été la première maison que Gilbert Bécaud a occupée à ses débuts, louée avec la complicité de Louis Amade, et où il a créé ses premières chansons. Ah oui, Ouais, juste à côté. Ah oui, je savais Alors, pas. et aujourd'hui, on retrouve des œuvres de Céline, des textes de Céline totalement inédits. C'est une histoire rocambolesque aussi, ça. Elle n'était pas au courant, Lucette. Non, pas du tout. Non, on espérait que ces textes, bien sûr, réapparaissent, mais je pense qu'on savait très bien d'ailleurs qui les avait pris lors après la fuite de Céline, ou de cet appartement qu'il occupait rue Girardon à Montmartre, où l'appartement a été pillé. Et donc tous ces écrits, il en avait aussi caché quelque part aussi, il en avait donné à sa secrétaire Canavaggia, Marie Canavaggia, qui a toujours été une fidèle secrétaire avec qui il avait travaillé depuis longtemps. Et il y a aussi un sculpteur, à Jean-Claude Daragnès, à Gabriel Daragnès, il avait aussi cédé ou mis, parce qu'il ne pouvait pas tout emporter dans sa fuite. Mais il savait à peu près qu'on lui avait tout, évidemment, volé un grand nombre de ses écrits qu'il avait été obligé de laisser chez lui, et on savait à peu près qui il avait. Mais est-ce qu'ils étaient où est-ce que ces écrits étaient passés? Est-ce qu'ils étaient passés dans le caniveau? Est-ce qu'ils avaient disparu bel et bien? Donc de les retrouver quand même 60 ans plus tard, c'est quand même une surprise incroyable. C'est incroyable. Et je pense qu'un jour ou l'autre, vous les lirez. Oh bah, je serais curieux de lire Casse-Pipe, de lire, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça vaut? Enfin, en tout cas, ce sont des écrits. Parfois, Céline écrivait beaucoup des brouillons, hein. Il reprenait ses brouillons sans arrêt. Il écrivait jusqu'à 80 000 feuillets avant de pouvoir écrire un livre de 600 pages. Mais donc, Céline repassait sans arrêt. Alors, cette écriture, elle sera intéressante, bien sûr, pour les Céliniens et pour l'histoire, pour étudier un personnage, pour étudier un auteur comme lui. Mais il y a encore, je pense, Céline a encore beaucoup de choses à nous raconter et à nous apprendre. Et vous aussi, je pense, à travers vos livres et peut-être vos films ou pièces de théâtre. Les Années Noires, donc c'est à l'Observatoire. Je suis sûr que ça peut être un jour une pièce de théâtre, d'ailleurs, un seul en scène, où vous raconteriez Céline à votre façon. Peut-être, oui. Pour l'instant, j'essaye d'avancer, pour faire une sorte d'aller jusqu'au bout de mon intérêt, de ma passion pour ce personnage. Après, on verra. Peut-être que je passerai à autre chose, avec un peu de distance je sais pas. Faut toujours se réinventer aussi. Il faut toujours creuser toujours le même sillon. Il faut toujours, en tout cas, avoir l'enthousiasme et l'envie. Et c'est ce que je préserve avant tout. Et vous l'avez. Céline, Les Années Noires, c'est aux éditions de l'Observatoire avec les illustrations de José Correa. Merci Christophe Malavoie. Merci de votre invitation. Et vous êtes toujours les bienvenus ici sur Sud Radio, car comme vous, nous parlons vrai. Merci.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.